Bonjour Monsieur Apathy, merci de nous accorder quelques minutes. Monsieur Apathy, quand on lit votre histoire de vie, il y a une chose qui est assez fascinante, c'est que vous avez été garçon de café à Lourdes, si je ne m'abuse, et on a tout de suite envie de vous poser la question, comment on passe de garçon de café à journaliste politique et même chef du service politique sur RTL? Ah, il faut un peu de temps entre les deux, hein. Ça se fait pas d'une année sur l'autre, mais disons que moi j'ai quitté l'école jeune, donc j'ai travaillé, et puis c'est en faisant ce travail-là, en menant cette vie-là, que je me suis dit que peut-être je pouvais aussi essayer de faire autre chose, de donner une autre orientation à ma vie. Donc avec du temps, un peu de patience, j'ai trouvé au fond une aide dans la société. On permet à des gens de... Moi j'ai passé un baccalauréat à 24 ans, donc on permet à des gens de tenter comme ça d'avoir une autre vie. Donc avec un peu de patience, les soutiens que j'ai eus, bon, j'y suis arrivé lentement, calmement, sans aucune souffrance. Donc voilà. Et donc on constate que vous êtes un pur produit de la méritocratie. On a tout de suite envie de vous poser la question, pour ou contre les quotas dans les grandes écoles? Ah, pour vous dire la vérité, j'ai pas une opinion définie parce que je vois bien ce que les quotas ont d'embêtant et puis en même temps ça peut aider peut-être une vie, quelqu'un. C'est difficile d'avoir. J'ai pas d'opinion vraiment. J'ai pas d'opinion. Je ne pense pas s'il fallait quand même avoir une que la compétition sans aucun encadrement et sans aucun dispositif particulier soit socialement très acceptable. Je pense que c'est bien, alors je ne sais pas à quel niveau il faut fixer un quota, ça vraiment j'ai pas l'expertise pour le dire, mais je pense que c'est bien que des institutions tendent la main à des gens qui, sans ça, ne la rejoindraient pas facilement. Je crois que c'est bien. Après, comment l'organiser, ça j'ai pas d'opinion vraiment. Qu'est-ce qui vous fascine dans la politique? Est-ce que c'est l'art de communiquer de belle manière? Est-ce que c'est... Pour moi, la politique, c'est l'expression d'une culture collective. On est 60 millions de Français et la politique dit ce que nous sommes. La politique, jour après jour, avec ses faiblesses, ses difficultés, répond à la question de l'identité française puisqu'on court souvent après. Ça dit nos difficultés à nous adapter au monde moderne, la nostalgie. Je trouve que la culture française est une culture très nostalgique. Et la politique, ça exprime tout ça. Ce refus de la mondialisation, un sentiment national très fort qui peut être une bonne chose, qui peut en être une moins bonne. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la politique. C'est la production culturelle. Et je trouve que le rôle du journaliste peut être intéressant quand il permet, petite touche par petite touche, sans que ça soit théorisé, quand il permet à ceux qui écoutent ou lisent de prendre conscience de ça, de la culture qui est la nôtre, des bons côtés de la culture et des mauvais côtés de la culture. La politique, ça accouche de la culture, mais ça révèle la culture plutôt. C'est un révélateur de notre culture. D'accord. Est-ce que c'est par passion rationnelle ou est-ce qu'il y a un personnage qui a incarné justement toutes les valeurs d'un homme politique fort et charismatique qui vous plairait, enfin, si vous deviez en choisir un, vous choisisseriez qui? Sauf De Gaulle. Moi, j'ai toujours un tiercé en tête, c'est pour les bonnes et les mauvaises choses, Richelieu, Napoléon et De Gaulle. Je pense que c'est trois grands accoucheurs En- de l'identité française. Hier soir, on était sur le plateau de Vous auriez le dernier mot chez Franz-Olivier Gisbert. Il y avait justement ce débat sur De Gaulle. J'ai une question en tête, c'est est-ce que la France a toujours besoin d'un sauveur? Est-ce qu'il y a le mythe du sauveur en France? La France a besoin d'un sauveur pour cette mauvaise raison qu'elle s'adapte difficilement au changement du monde. Elle freine beaucoup. La nature française est une nature assez conservatrice. Et donc du coup, à un moment, quand beaucoup de choses se dérèglent, une personne donne le sentiment qu'elle peut répondre à tous les problèmes que rencontre la nation. Et si la France a besoin d'un sauveur, c'est pour cette mauvaise raison-là. Parce que ceux qui aujourd'hui encore d'ailleurs, hein, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui expriment ou représentent la politique en France, ne font pas le travail de pédagogie, d'explication du moment que nous vivons. Et donc, quand ce travail d'explication n'est pas fait, le travail d'adaptation n'est pas fait, et quand le travail d'adaptation n'est pas fait, à un moment, on est si proche de la rupture qu'il faut que quelqu'un se présente. Alors ce quelqu'un, ça peut être la pire ou la meilleure des choses. Et on n'est pas assuré vraiment que ça soit la meilleure cette fois. D'accord. Et je vais terminer sur une question qui m'a aussi intrigué quand j'ai lu votre histoire, encore une fois. C'est depuis 1988, vous avez toujours voté blanc, Oui, sauf pour le traité de Maastricht. oui, exactement. C'est quoi la raison de ce phénomène? Je pense que
un peuple, un pays, un peuple qui décide en temps de paix d'abandonner sa monnaie, c'est un acte extrêmement fort. Vraiment, la monnaie, c'est technique, mais en même temps, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Moi, si je veux acheter une veste, si j'ai pas la monnaie, je suis obligé de changer les chaussures. Ça nous permet, vraiment, la monnaie, ça nous permet de vivre ensemble. C'est un outil de souveraineté très important, la monnaie. Et imaginez le projet, en temps de paix, d'abandonner la monnaie nationale, de la fondre avec un autre pays, un autre peuple, avec lequel en plus nous avons une histoire conflictuelle, c'est un acte d'une portée historique qui n'a pas d'équivalent dans le monde et qui n'a pas de précédent en France. Donc j'ai voulu cette fois-là participer au vote. Voilà, après, Et vous avez, je ne l'ai pas encore on le devine un peu. Sur l'acte de voter blanc, Mais alors l'acte de voter blanc, j'ai décidé de voter blanc quand je suis entré dans une école de journalisme pour être à distance de la politique. Je pense que le journalisme politique s'exerce en étant à la bonne distance des responsables politiques. Il faut les voir, il faut les connaître, il faut parler avec eux, mais il ne faut pas être avec eux. Il y a une frontière, c'est immatériel, chacun la construit comme il peut dans sa tête. Il y a une frontière et il faut être du bon côté de la frontière. Il faut être au plus près de la frontière mais du côté des citoyens, pas au plus près de la frontière et du côté des responsables politiques. Et donc le fait de voter blanc, c'est la construction, la matérialisation la plus évidente pour moi de cette frontière-là. Et c'est aussi une manière de dire qu'un journaliste est quelqu'un qui est passif par rapport à l'histoire. Il regarde l'histoire se faire et les gens décident de ce qui doit être fait. Et c'est pour ça que je n'ai rompu qu'une seule fois cette pratique, parce que tout le reste du temps, ben voilà, les gens décident. Et les journalistes, ils ne sont pas nombreux dans une population, c'est quelques centaines de personnes au fond, hein, enfin quelques milliers de personnes plutôt. Les journalistes on peut se permettre le luxe d'accepter qu'une toute petite partie de la population soit passive face à l'histoire. Et je trouve que c'est une position intellectuellement excitante, d'être passif face à l'histoire. À des moments, l'histoire est tellement forte qu'il faut être actif. Mais ces moments-là sont rares. Voilà. Quand la France est envahie, sans doute. Ou quand il s'agit d'abandonner la monnaie, sans doute. Le reste. et dernière question, je vous le promets, ce souci de neutralité constant, est-ce que ça vous permet quand même d'avoir une opinion, même si on ne vous demande pas de vous le dire enfin, sur un sujet tel ou tel, est-ce que vous avez des opinions tranchées? Oui, j'ai des opinions, c'est évident. J'ai des opinions, mais le partage aujourd'hui droite-gauche ne me paraît pas pertinent. Il me paraît artificiel, réel historiquement, mais pas de manière contemporaine. Et je n'ai pas non plus de coup de cœur pour les hommes politiques d'aujourd'hui, parce que j'ai la conviction que le présent est trop dur pour qu'on admire les gens. C'est l'histoire qui ensuite, nous faisant oublier les mauvais côtés d'un personnage, hausse un peu la qualité des personnages qui ont dirigé un pays. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de soucis affectifs, et intellectuellement, je me sens quand même très loin du clivage tel qu'il est fait. Mais j'ai des opinions sur des sujets, oui, bien sûr, parce que comme tout le monde, quoi. Merci beaucoup, monsieur Apathy.